Et notre expert aujourd'hui, c'est Mathieu de Finacop. Finacop, structure d'expertise juridique et comptable dédiée au monde de l'ESS et notamment des associations. Salut Mathieu. Salut. Et donc, on a pas mal de questions pour toi aujourd'hui sur ces questions de l'intérêt général et de l'utilité publique. Et peut-être pour commencer, en fait, tout simplement, qu'est-ce que c'est que l'intérêt général pour une association ? Alors, il faut s'imaginer un peu une pyramide à 3 étages. Comme tu disais au premier épisode, on avait parlé de la non-lucrativité. Ça, c'est le premier étage. Donc, c'est le fait de ne pas payer d'impôts. Et pour ça, il faut avoir une gestion désintéressée, notamment la question de la rémunération des dirigeants, qui doivent rester bénévoles, au maximum 3/4 du SMIC. Ensuite, il y a la question de la non-lucrativité des activités, au sens fiscal, ce qui veut dire une absence de concurrence, ou en tout cas une concurrence dans des conditions différentes, les fameux 4P. Il y a aussi quelque chose d'un peu moins connu, mais il faut éviter les liens privilégiés avec des entreprises, c'est-à-dire qu'on ne doit pas apporter un surcroît de ressources ou des économies de dépenses. Et enfin, donc ça c'est la non-lucrativité. Pour aller vers l'intérêt général, il faut rajouter un seul critère qui est être sur une liste d'activités éligibles. Donc là, on a le cas parfait, malheureusement avec la quadrature lunaire qui coche pas cette case-là, comme la plupart des assos qui font du plaidoyer, voilà, au sens politique du terme. Donc le plaidoyer est considéré par le fisc comme quelque chose de trop indirect, qui ne mérite pas d'être soutenu. On pourrait le regretter étant donné les millions et centaines de millions d'euros qu'apporte la quadrature du net avec tous les procès qui sont intentés notamment. En tout cas, voilà, on considère le plaidoyer. Donc d'autres exemples, on pourrait citer aussi la recherche fondamentale. Pareil, on considère que c'est trop indirect, contrairement à la recherche-développement. Donc ce n'est pas une activité éligible à l'intérêt général. C'était pas le contraire ? Non. Recherche fondamentale inéligible. Il me semblait avoir entendu que recherche et développement, comme c'est trop proche des entreprises, c'est pas considéré. Si c'est au service d'entreprises lucratives, comme je disais tout à l'heure, c'est pas éligible. Voilà, c'est pas éligible. Et ensuite, il faut savoir au profit de qui c'est fait. Et un autre exemple, ce serait les activités économiques. Donc par exemple, si on soutient des entreprises, ça tombe pas dedans. Par contre, des fois, on peut jouer un peu. Si on soutient directement des emplois, si on aide des personnes physiques, là, on peut être éligible. Voilà un petit peu les critères. Et du coup, et après, par rapport pour terminer, pour aller vers l'utilité publique. Donc déjà, l'aspect intérêt général, outre la non-fiscalisation, donc l'absence d'impôts commerciaux, ça offre une défiscalisation au titre des dons, mécénats, toute forme de mécénat numéraire en nature et de compétences. Donc à hauteur de 60% pour des personnes morales et 66% pour des personnes physiques. C'est ça principalement. Et l'utilité publique, alors il y a relativement peu d'associations, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais finalement il y en a assez peu qui sont concernés, c'est quelques centaines. Il y a plus de critères, notamment de transparence, de démocratie, et pas simplement de gestion des intéressés, de nombre de membres d'adhérents, il en faut au moins 200, donc ce qui ne serait pas possible dans le cas actuel, et d'ancienneté aussi, et du fait d'avoir une bonne santé économique. Et après, c'est une procédure assez lourde à demander auprès du fisc. Pour autant, ça apporte aussi une image encore plus forte et un peu plus d'avantages fiscaux, notamment la capacité à recevoir des legs et des donations. Alors, une asso d'intérêt général qui a plus de 3 ans maintenant peut aussi avoir ça. Et aussi une défisque des personnes physiques un peu plus importante, à hauteur de 75%. Voilà un peu la différence. Et alors, peut-être pour revenir sur l'intérêt général, souvent on dit que les associations sont d'intérêt général par défaut. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est un abus de langage ? C'est un abus de langage. Ouais. Alors, une asso est plutôt à but non lucratif par défaut. En tout cas, c'est sa définition. C'est-à-dire qu'elle doit avoir un objet autre que la recherche de profit pour ses membres. Et après, il peut y avoir, faire attention à la notion de lucrativité, parce qu'il y a cette partie-là, et il y a la non-lucrativité au sens fiscal des activités aussi, qui est encore différente, qui est éviter la concurrence dont je parlais, etc., les 4P. Et donc, est-ce que tu peux peut-être rappeler les 4P ? Parce que tu en avais parlé dans un précédent épisode. Mais... Alors les 4P, il y a la notion de produit vendu, bien ou service. Il y a la notion de prix, qui doit être nettement disproportionné, enfin en tout cas en dessous des prix du marché, on va se dire au moins 30% en moins des prix du marché. La notion de public visé et la notion de publicité. Après, c'est un faisceau d'indices, on n'est pas obligé de cocher tout à tout prix, toutes les cases.
Et alors, si on n'est pas d'intérêt général par défaut, comment fait-on pour le devenir ? Ouais, alors, C'est hyper il y a compliqué. il y a deux possibilités. Alors, je pense que la majorité des personnes pensent que c'est une demande officielle à formuler au fisc, demande de reconnaissance. Or, ce n'est pas le cas. Donc, même si ça part d'une bonne intention, que c'est très séduisant sur le papier de faire le fameux rescrit fiscal, donc la demande au fisc de se positionner, c'est pas toujours opportun. Nous, on la préconise dans très peu de cas. Soit on est sûr à 100% d'avoir une réponse positive, liée au fait qu'on ait beaucoup d'ancienneté, que peut-être que... Alors, il y a eu quelques publications de rescrits dans le BOFIP, ça c'est tout nouveau. Donc peut-être qu'on est pile poil dans un cas qui a été publié. Le BOFIP, c'est... Le BOFIP, c'est le butin des finances publiques, c'est un peu la doctrine fiscale qui a, voilà, on peut dire valeur, force un peu légale ou quasi légale, force juridique en tout cas, où on connaît bien son contrôleur fiscal. Non, je caricature à peine, mais des fois ça peut arriver. Sinon, dans 90% des cas, nous, on recommande de ne pas faire cette démarche-là, parce qu'on est totalement libre de s'auto-revendiquer d'intérêt général. Et voilà, pour plusieurs raisons, parce que le fisc a des contraintes budgétaires, des directives aussi pour resserrer les vis. Donc, dans moindre doute, ils vont profiter pour dire non. Et dans ce cas-là, on renverse la charge de la preuve. Donc après, il faut aller faire un dossier, etc. Alors que si on reste dans notre coin et qu'on fait notre propre dossier, notre propre analyse, c'est au fisc de venir nous embêter, etc. Voilà, donc puis c'est beaucoup d'énergie, etc. Et je pense que la grande majorité des financeurs de type mécène, personne morale, fondation, ne demandent pas ce fameux sésame parce qu'ils savent que c'est un peu une hypocrisie de l'avoir. Il y a peu de structures qui ont une réponse positive. Donc on le remplace en général par une attestation du président ou la présidente quand il y en a. Alors nous, je pense qu'on est les seuls à le faire à Finacop. Nous, on fait une mission d'audit un peu d'intérêt général et on délivre une attestation. On estime que l'association respecte ou non les critères de l'intérêt général. Et c'est bon à savoir ça. Ouais. Si ça peut aider, mais voilà. Des fois, c'est pas utile. Et la différence entre ce reçu presque informel et le papier, on dit bien rescrit, oui. Le rescrit officiel des impôts. Justement, si on donne juste un reçu sur sa fiche d'impôt pour dire j'ai fait un don, voilà le reçu, est-ce qu'il est autant valable que le papier officiel des Alors, impôts ? le donateur déjà n'est pas tenu de donner le moindre document. Ah, ok. Et en cas de contrôle, il n'a pas accès forcément au rescrit fiscal obtenu par l'association, mais c'est l'association qui doit lui délivrer un reçu fiscal, un reçu don. Ok. Donc il pourra fournir ce fameux reçu don. Et peut-être la dernière question à te poser sur cette question d'expert, parce que finalement, donc, tu nous as bien expliqué les différences entre l'intérêt général et l'utilité publique. Donc on a aussi bien compris que pour la quasi-intégralité des associations, l'utilité publique n'est pas quelque chose à envisager. Mais au-delà de ça, sur l'intérêt général, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller rechercher ? Parce que je me souviens notamment en avoir discuté avec tes équipes à Finacop, qui nous disaient, mais en fait, c'est pas forcément toujours utile. Peut-être que vous pourriez vous en passer dans votre association, etc. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut aller chercher comme un sésame où il y a plein d'associations qui fonctionnent sans et très bien sans ? Je pense dans la grande partie des associations qui vont chercher, qui sont dans cette démarche de recherche de dons, de mécénat et qui veulent en faire un gros pilier de leur modèle économique, pour moi c'est très utile, voire vital pour certaines associations, notamment quand on est financé par des fondations françaises. Après, les fondations européennes, elles ont chacune, dans chaque pays a sa doctrine. Et donc, on n'est pas obligé d'être d'intérêt général si on va chercher une fondation suisse ou autre. En tout cas, en France, c'est quelque chose qui est demandé, qui est nécessaire. Parce que les fondations elles-mêmes doivent permettre une défiscalisation à leurs donateurs, donc il faut qu'elles financent des structures d'intérêt général. Et encore une fois, ce que tu disais, des particuliers, je pense que plus on va vers des personnes à revenus élevés qui sont susceptibles de donner beaucoup, plus c'est aussi attractif, cette défisque. Il y a une sorte de contradiction, si je comprends bien, parce que mine de rien, on est en train de dire que pour défiscaliser, il faut avoir des activités qui... je suis en train de perdre le fil de mon idée. Attends. Il y a un moment, il y avait quand même une grosse contradiction que je n'arrive plus à formuler, qui est que si tu es d'intérêt général, tu ne fais pas de plaidoyer, et donc du coup, tu as le droit à des subventions,
mais ça ne sert pas à grand-chose d'avoir cette défiscalisation. Et de l'autre côté, si tu n'as pas de subvention, parce que justement, tu veux faire du plaidoyer, tu veux être indépendant, tu es militant, donc tu n'as pas le droit à la défiscalisation des dons. Donc en fait, ça veut dire qu'il y en a un, il peut avoir tout, mais il n'en a pas besoin, et l'autre, il a le droit à rien, mais il en aurait besoin. Oui. Tu vois, je ne l'avais pas formulé dans ces termes. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant, Myriam, de voir en fait que du coup, vous, et c'est un peu ce que disait Mathieu, en fait, ça n'a pas l'air d'être une contrainte le fait que vous n'ayez pas de statut d'intérêt général, je veux dire, pour les donateurs, au contraire, enfin, ou au contraire ou pas, mais... A priori, alors nous, c'est affiché sur notre site, le site par lequel on peut faire des dons à la Quadrature. Dans la FAQ, on écrit bien effectivement que les dons ne sont pas déductibles des impôts. Il y a plein de gens qui ne vont pas la lire, donc on reçoit de temps en temps des mails de gens qui nous demandent un reçu fiscal. On leur répond gentiment que non, on n'a pas obtenu la possibilité de le faire de la part des services fiscaux. On leur propose systématiquement de leur rembourser leurs dons parce que voilà, il y a des gens qui donnent aussi parce qu'il y a cet avantage-là pour eux. Et je dirais que quasiment dans 100% des cas, les gens nous répondent non, c'est pas un souci, on fait pas ça pour les impôts, on fait ça pour vous soutenir. Donc je sais pas, peut-être que comme on n'a pas vraiment d'idée du public qui donne à la Quadrature, c'est difficile à le savoir vraiment, mais je pense que si la Quadrature avait la possibilité de déductibilité des dons, je suis pas sûre que ça changerait fondamentalement les sommes perçues, sachant qu'en plus, beaucoup de gens donnent 5 euros, 10 euros. C'est pas forcément des grosses sommes, donc ça va pas jouer beaucoup, je pense. Et puis, il y en a aussi sûrement beaucoup qui ne payent pas d'impôts. Donc, voilà, ça dépend un peu, je pense que selon les associations et selon les profils. Enfin, j'imagine que certaines grosses associations dont on entend beaucoup parler, ça les intéresse parce qu'ils ont des donateurs qui vont donner plus et qui sont intéressés. Mais de la Quadrature, ça n'a pas... Et j'ai l'exemple d'une autre association pour laquelle je travaille qui a décidé de délivrer des reçus fiscaux et ça n'a pas fondamentalement changé ses recettes en termes de dons, quoi. Donc après, c'est... Peut-être par rapport justement au paradoxe que soulevait Karl, est-ce que, outre la défiscalisation des dons, tu penses que ça pourrait vous donner... donc du coup, on a compris que vous n'y avez pas vraiment accès. mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut donner plus de légitimité par rapport aux institutions? Parce que vous avez quand même cette particularité, enfin, tu vois, à être parfois au Parlement, à l'Assemblée nationale, enfin, en tout cas, à être dans des institutions juridiques. Enfin, alors, du coup, peut-être que je ne dis pas les bonnes, mais pour faire des recours. Et du coup, pour vous, pour le moment, ça ne joue pas sur un espèce de manque de légitimité ou manque de reconnaissance? Non, ça joue pas vraiment parce qu'en fait, la légitimité et la reconnaissance sont là, notamment par notre expertise. Et puis, il faut être honnête, comme c'est quand même des concepts assez flous dans la tête de la plupart des gens, la plupart des gens pensent que la Quadrature est d'intérêt général. Parce que la notion d'intérêt général dans la tête des gens, elle est pas très très claire, quoi. Donc c'est vrai que le point qu'a fait Mathieu est vraiment intéressant là-dessus parce qu'on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Mais dans la tête de la plupart des gens, la Quadrature est d'intérêt général. Oui. Et d'ailleurs, c'est vrai que souvent, en termes plus philosophiques, en fait, ouais, je dirais, c'est presque ça, quoi. Et c'est vrai que généralement, c'est quand tu écris loi 1901, souvent tu as envie d'écrire derrière d'intérêt général. Enfin, il y a un petit côté, t'as le package tout en un. Bon, en fait, du coup, on a appris que non. Après, ça peut être aussi un plaidoyer à mener de la part des associations, du monde associatif, etc., pour élargir le spectre. Je sais que récemment, on a intégré notamment les actions en faveur de l'environnement, qui n'étaient pas reconnues avant. Ça, c'est dans l'air du temps. Parce que les libertés numériques aussi peuvent être un sujet. Parce que sinon, c'est vrai que le mot plaidoyer, on peut comprendre le fisc qui pourrait dire, dans ce cas-là, Total qui fait du lobbying, c'est pareil, c'est du plaidoyer. Par contre, si on focalise sur l'objet défendu, je pense que là, il y aurait matière. Oui. C'est possible que les choses bougent dans les années. L'intérêt général au sens plein du terme. Super, écoutez, merci beaucoup, hein, c'était hyper riche, donc merci Myriam de nous avoir accompagnés, d'avoir été avec nous pour nous livrer le témoignage de la Quadrature du Net sur ces questions. Merci à Mathieu de nous avoir éclairé de ton expertise sur les questions d'utilité publique, intérêt général, mécénat, dons. C'est toujours avec plaisir qu'on te reçoit sur ce plateau. Et merci bien sûr à toutes et tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode surtout vous a été utile. Si jamais vous avez je sais pas, un témoignage, des retours, des choses que vous avez vécues qui sont peut-être proches de ce dont on a dit, ou même peut-être des sujets que vous aimeriez particulièrement traiter ou en tout cas écouter dans ce podcast, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail qui est assez simple, donc c'est hello@
question au pluriel-asso.com et de toute façon, vous retrouvez toutes les infos sur notre site internet, donc Question d'Asso. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter, vous pouvez vous inscrire sur toutes les plateformes de podcast, Apple Music, Google Podcast, Deezer, SoundCloud, Et Spotify, voilà, tout ce que vous voulez. Et de toute façon, vous pouvez retrouver toutes les ressources sur notre site web et il y aura encore une fois une version textuelle. Donc cet épisode a été réalisé avec le soutien de la Maïf et aujourd'hui, c'est Guillaume Desjardins de Synchrone TV qui était à la réalisation et la jolie musique que vous allez entendre est une musique de Sound of Nowhere. N'hésitez pas à regarder ces autres morceaux, enfin plutôt les écouter. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Question d'Asso qui sera cette fois-ci sur la question de la souffrance au travail dans les milieux militants. Question d'Asso. Le podcast par et pour les assos.